Bonjour ou bonsoir, ça dépend du lieu où vous nous suivez. Vous êtes sur ITV à Question Directe, qui a aujourd'hui l'honneur d'accueillir sur son plateau Abdoul Aziz Dian. Il est conseiller technique au ministère de la Culture et de la Communication, membre du comité de conseil économique et social et environnemental, président de la commission culture, artisanat, tourisme et sport. Il est aussi le président du comité permanent des droits d'auteur et droits connexes de l'OMPI. L'OMPI, c'est l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle. Il vient d'être élu à ce poste, le premier Africain à occuper ce poste. Il est en compétition avec des Canadiens. C'est Abdoul Aziz Dian qui a été choisi. Abdoul Aziz, merci d'avoir accepté notre invitation. La Biennale a démarré. Dakar, bruit de monde. Dakar, un peu partout, les in, les off, les gens visitent, ça bouge un peu. En quoi la Biennale est importante pour l'économie sénégalaise, l'économie de l'art? Alors, c'est une très bonne question. À la fois difficile parce que nous n'avons pas la culture des statistiques pour la culture. Et quelqu'un disait que sans statistiques, pas de politique culturelle. Et il n'y a pas de politique culturelle véritable sans statistiques. C'est une formule angulaire pour montrer l'importance de la mesure des choses. La culture aussi doit être mesurée, y compris sur le plan économique. Alors, lors de la dernière biennale, une mesure avait été prise qui était très importante de travailler avec la direction des statistiques, l'ANSD. Ils ont commencé un travail qui n'est pas encore terminé. Je peux déflorer le sujet un peu en disant qu'ils ont dit que la biennale rapportait un peu moins de 8 milliards au Sénégal de francs CFA. Je rappelle que le budget de la biennale ne dépasse pas le milliard. Voilà. Et ça ne se voit pas immédiatement. Mais il y a des indicateurs indiscutables. Il y a 2 semaines, tous les hôtels de Dakar étaient pleins. Pas une place. Et puis, il suffit juste de se promener dans Dakar pour voir les étrangers venus d'Australie, d'Amérique, d'Europe, de Chine, de beaucoup de pays africains pour venir visiter la Biennale. Voilà, cela à soi seul montre l'importance. Moins 2 milliards de budget pour à peu près 8 milliards. Ça c'est des chiffres qui ont été donnés, qui ne sont pas encore complétés par l'ANSD. Ça, c'était la biennale qui était passée. Il y a une nouvelle biennale. Voilà, il y a une nouvelle biennale. Qui peut peut-être faire plus que ça. Mais bien sûr. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'au Sénégal, on n'a pas donné à la culture la place qui lui revient en termes économiques? Alors, il y a plusieurs explications possibles. Je vais me risquer à quelques explications. Vous savez, on a beaucoup parlé du président Senghor, qui était un amoureux des arts et des lettres, un homme de culture. Mais relisez les textes de Senghor. La notion d'économie culturelle est rare, voire même absente. La culture, c'est, vous connaissez la phrase bateau, la culture est au début et à la fin du développement. Ils voyaient la culture comme quelque chose qui doit accompagner le développement. Mais le discours économique n'était pas très présent dans le discours culturel de Senghor. Et pourtant, on doit avoir des industries culturelles au Sénégal. Tout à fait. Il y a des acteurs qui sont dans... Mais après cela, après Senghor, il y a eu Abdou Diouf. C'est l'exacte symétrie. Comme la culture, c'est la cerise sur le gâteau, il peut sauvegarder le gâteau. Il y a eu des coupes sombres, parce que Abdou Diouf est venu au moment des ajustements structurels. Ensuite, il y a eu Abdoulaye Wade, qui est un homme de culture, qui aimait la culture, mais si on résume peut-être ses actions, c'est plus une conception monumentale et événementielle de la culture.
le grand festival mondial des arts nègres, le grand monument de la Renaissance, le grand théâtre. Ce n'est que récemment qu'on commence à parler d'économie de la culture, à considérer la culture non pas seulement comme quelque chose qui doit accompagner le développement, mais un facteur de développement créateur de revenus, créateur d'emplois. Voilà qui explique un peu la situation actuelle, qui fait que la culture, à mon avis, n'est pas prise en compte comme il se devrait. Mais c'est quoi le problème? Parce que si on regarde bien, si on prend que juste le côté de la télévision, avec les séries qu'on met en place aujourd'hui, on voit énormément de jeunes Sénégalais être dans les séries, trouver de l'emploi, arriver à s'en sortir. Les costumes sénégalais comportent de plus en plus traditionnels. L'art visuel, un peu partout à Dakar, les tableaux qui sont vendus, peut-être même qui ne sont pas comptabilisés. Mais c'est énormément d'argent. C'est un secteur qu'on doit organiser pour créer de l'emploi, c'est ça? Absolument, absolument. D'abord, je veux tirer chapeau à ceux qui font des séries. Ils ont changé bien de choses et en bien. Vous vous rappelez l'époque où on était à regarder Dallas, Dynasty, les séries brésiliennes. Aujourd'hui, nos cinéastes, nos producteurs nous racontent des histoires qui nous parlent plus directement. Des histoires de nous, des histoires du Sénégal, des histoires d'Afrique. Sera traduit le dynamisme des acteurs culturels sénégalais. Nous avons des peintres hors pair, des musiciens hors pair, des danseurs hors pair, qui ont gagné beaucoup de trophées à l'extérieur du pays, qui font rayonner le Sénégal. Je dois, pour ne pas être très unilatéral, dire que depuis quelques années, l'État quand même a fait beaucoup de choses. Le fonds de l'édition a augmenté, le budget de la Biennale a augmenté, il y a un fonds pour le cinéma, il y a un fonds pour les cultures urbaines, et il y a d'autres initiatives que j'oublie, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Tenez par exemple, quand on parle de politique de l'emploi, on ignore souvent la culture. Parce qu'on ne comprend pas la spécificité de l'emploi dans le domaine culturel. Ce qui caractérise l'emploi dans le domaine culturel, c'est l'intermittence. Il y a des travailleurs dans la culture et ils sont des milliers. Je prends l'exemple de Wally Seck. Au minimum, il y a 30 personnes qui tournent autour de lui et qui vivent de ce qu'il fait. Ce sont des travailleurs, intermittents certes, mais ce sont des travailleurs. L'exemple de Youssou N'Dour, n'en parlons pas. L'exemple des télévisions qu'on peut intégrer dans l'économie créative parce qu'ils y contribuent de manière extrêmement importante. Le nombre d'emplois créés, avec non seulement les emplois fixes, mais aussi les producteurs extérieurs qui interviennent, les œuvres qui sont utilisées. Alors moi j'ai espoir. Qu'est-ce qui manque? Une organisation de tout ça? Une meilleure organisation. Il y a une organisation, il y a des initiatives étatiques qui sont positives. Il reste des choses, par exemple plus tard j'espère qu'on aura l'occasion de parler de la rémunération pour copie privée qui est une source de revenus très importante, même beaucoup plus importante que le revenu, que le droit d'auteur traditionnel. Mais bon, les bonnes mesures tardent encore à venir. Je peux prendre l'exemple de la fiscalité sur la culture. Prenons l'exemple du spectacle. Le Sénégal bat le record du monde de taxes sur les spectacles. Quelqu'un qui veut organiser un spectacle, mais paye énormément de taxes. 18% TVA. De TVA, 8 à 12% de droits d'auteur, quoi qui n'est pas juste.
d'appeler taxe qu'on paye pour le droit d'auteur, on l'appellera plutôt redevance, mais 15% de taxes municipales, on est déjà à 48%. J'aimerais m'arrêter un peu sur ça, Oui. par exemple, Allez-y. et 15% de taxes municipales. C'est un texte, ça vient d'un texte d'une loi de Senghor, qui date de 1964. Senghor comprenait bien le français. Je crois que la loi disait, loi fixant un maximum de 15% les taxes municipales sur les spectacles. Un maximum de 15%. C'est devenu la loi de 15%. Mécaniquement, toutes les mairies appliquent 15%. J'ai eu l'opportunité d'en discuter avec le président de la République. Il a vraiment pris conscience de ça et 15 jours après, il a demandé au ministère des Finances et au ministère de la Culture de travailler sur ça pour la baisse des taxes, non seulement sur le spectacle, mais sur la culture. À titre d'exemple, en France, par exemple, qui est un pays beaucoup plus développé que nous, ça ne se discute pas, les taxes sur le spectacle, c'est 5%, comme les taxes sur la restauration. Donc vous voyez, un texte de 64, qui est là plus de 50 ans après, les choses ont beaucoup évolué. Qui doit être réajusté. Il faut moderniser les choses, il faut réajuster les choses, il faut prendre des mesures incitatives, etc., etc. Le chiffre de la Biennale est assez révélateur. L'État investit moins d'1 milliard et ça rapporte plus de 8 milliards. Plus de 8 milliards, ça c'est l'ancienne Biennale. L'ancienne Biennale. Nous aurons les chiffres de la cette année. Biennale. Voilà. Mais tantôt vous parlez de droit d'auteur et de droit voisin. C'est une nouvelle notion qui a été introduite dans la législation. C'est quoi le droit voisin? Oui, ça signifie quoi? C'est vrai, les droits voisins, c'est une nouvelle notion. Les droits voisins du droit d'auteur. Ça veut dire que ça ressemble au droit d'auteur sans être du droit d'auteur. Le droit d'auteur, comme vous le savez, rémunère les auteurs, les créateurs physiques. Et les droits voisins, c'est une catégorie plus hétérogène et qui concerne à la fois des personnes physiques, comme les artistes-interprètes, et des personnes morales, comme les organismes de radiodiffusion, comme les producteurs. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun de contribuer à la diffusion des œuvres de l'esprit, par leur capacité organisationnelle et par leur investissement. Vous allez me dire que ceux qui contribuent à ça sont très nombreux, mais on prend les contributeurs les plus importants. C'est le producteur qui finance, par exemple un disque ou un film, c'est l'organisme de radiodiffusion qui diffuse. Ce sont les contributeurs les plus importants. C'est aussi les artistes-interprètes, parce qu'un auteur peut écrire une pièce de théâtre, mais c'est d'autres qui vont jouer cette pièce de théâtre-là, les interprètes. Donc ils contribuent à diffuser l'œuvre. Donc généralement, ce sont ces trois catégories de personnes qui bénéficient des droits voisins. Les artistes-interprètes par leurs prestations, les producteurs par leur investissement, les organismes de radiodiffusion par leur investissement aussi, mais aussi par leur travail de diffusion et leur travail organisationnel. Le constat a été fait au Sénégal, ce sont les chanteurs religieux qui gagnent plus d'argent par rapport à ces droits. Parce que leur musique est utilisée par des radios et même par la téléphonie mobile avec des sonneries. Mais c'est un paradoxe. C'est un paradoxe, c'est un très grand paradoxe. Ils ont tout de suite compris, les chanteurs religieux, le rôle du numérique. Et ils l'ont utilisé plus rapidement que les chanteurs dits modernes, les chanteurs profanes. Alors vous voyez quelqu'un qui fait un morceau super sur Cheikh Bamba, mais tous les mourides le téléchargent. Rien que Touba, toute la population de Touba télécharge ça, y compris les marabouts. Donc ça rapporte beaucoup d'argent. J'ai l'impression que nos musiciens ont été pris de court par la révolution numérique. Ils n'ont pas su s'adapter à temps et rapidement, tandis que les religieux l'ont fait. Je me rappelle, j'avais organisé une séance de formation la veille de l'AG, l'Assemblée Générale Constitutive de la SODAV, avec les chanteurs religieux. Et je les avais expliqué que c'est vrai
que les Khassaïd de Serigne Touba sont tombés dans le domaine public, mais que s'ils adaptent ces Khassaïd, ils deviennent propriétaires de l'adaptation. Mais ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ce message-là, ils l'ont compris. On a dit beaucoup de choses lors de cette formation, mais ils ont compris ce message-là. Au sortir de ça, eh bien, ils se sont mis à adapter les Khassaïd de Serigne Touba, à utiliser les sonneries téléphoniques, et ça rapporte beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on parle beaucoup de droit de suite. Droit de suite, ça veut dire quoi, droit de suite? Alors, ça signifie quoi? Voilà, comme on est en pleine biennale, c'est très important de parler du droit de suite. Le droit de suite est un droit né en France qui dispose ceci. L'artiste doit être associé au succès commercial de son œuvre. Comment? En percevant un pourcentage sur toutes les reventes successives de son œuvre. Donc le droit de suite ne concerne pas la première vente. Ce sont les ventes. Toutes les ventes successives. Et je voudrais raconter un peu, parce que c'est très important, comment le droit de suite est né en France vers les années 20. Et c'était à propos d'un tableau de Millet qui s'appelle l'Angélus. Millet est un peintre qui est mort pauvre, et à sa mort, son œuvre, l'Angélus, se vendait à des millions et se revendait à des millions. Pendant ce temps-là, ses enfants n'avaient même pas de quoi manger et d'aller à l'école. Des intellectuels, des juristes, des artistes se sont émus et on ne dit plus jamais ça. Ils ont fait campagne pour la reconnaissance du droit de suite et en 1923, l'Assemblée nationale française a adopté le droit de suite. Depuis lors, presque une centaine de pays l'ont adopté. Mais paradoxalement, les pays de grand marché de l'art, comme les États-Unis, la Chine, le Japon, la Suisse, où je vais souvent, n'ont pas adopté ce droit de suite-là. Pourquoi? Ce qui fait que quand on va revendre une œuvre d'un artiste africain aux États-Unis, il ne gagnera rien. Mais si on revend une œuvre d'un artiste sénégalais en France, et qu'il va bénéficier de quelque chose parce que le Sénégal a reconnu dans sa législation le droit de suite. Il faut que le principe de la réciprocité fonctionne. Ce principe-là ne peut fonctionner qu'avec la réciprocité. Si ton pays d'origine ne reconnaît pas le droit de suite, tu ne peux pas bénéficier du droit de suite quand ton œuvre est revendue en France. Mais c'est important. Oui. Vous savez, un artiste émergent, peintre émergent, peut vendre une œuvre pour peanuts, à des marchands de l'art qui, eux, vont retourner en Europe s'enrichir et rien pour l'artiste. C'est très injuste. Parce que pour la musique, tant que la musique d'un artiste interprète et d'un compositeur se vend, il bénéficie de royalties et de droits d'auteur. Voilà. Et l'artiste peintre, il ne bénéficie de rien. Ça permet donc non seulement de rétablir une injustice, mais aussi d'avoir une traçabilité de l'œuvre. C'est important de savoir que mon œuvre a été achetée en France pour être amenée en Russie. De Russie, c'est aller aux États-Unis. C'est important pour un artiste de connaître le trajet de son œuvre. C'est pourquoi c'est un droit très important. Et nous en avons beaucoup parlé lors de cette biennale, pendant les rencontres professionnelles. Parce que malheureusement, encore beaucoup d'artistes des arts visuels, je parle des peintres, je parle des sculpteurs, je parle des photographes, etc., ne connaissent pas encore ce droit. Donc ils doivent davantage apprendre. Et je voudrais dire que la Biennale a innové cette année en instaurant un prix de droit de suite accompagné de 5 000 €. Un prix pour le droit de suite accompagné de 5 000 €. Et c'est un jeune de Kolda qui a remporté
ce prix-là cette année. L'objectif de ce prix-là est de promouvoir le droit de suite. On ne peut pas, en pleine biennale, ignorer cela. Vous parlez tantôt d'injustice. Il y a quand même beaucoup de gens aussi qui se disent aujourd'hui lésés par ce qu'ils appellent les GAFA. Aujourd'hui, les Google, Facebook et tout ce qui va avec études de contenu d'artistes africains et des journalistes. Leurs articles sont publiés, accompagnés de publicités, ils ne gagnent rien. Alors qu'en Europe, la question a été réglée par l'Union européenne qui arrive à imposer à ces GAFA de rémunérer les contenus qu'ils prennent. Qu'est-ce qu'il faut faire en Afrique? Il faut faire quelque chose. Et je suis prêt à soutenir le combat des éditeurs de presse africains pour cela. Disons-nous la vérité, c'est quoi les GAFA sans le contenu culturel, sans le contenu de presse? C'est pas grand-chose. Ces contenus permettent de mobiliser des audiences qui sont monnayées par la bande publicitaire, avec la bande publicitaire, et qui sont une source de revenus très importante. Alors c'est important que les créateurs de ces contenus puissent aussi bénéficier de l'argent généré par leur créativité et par leur travail. Donc quand on parle aujourd'hui de gratuité sur Internet, qu'on veut faire de Internet un monde sans droit, mais ce n'est pas juste, parce qu'il n'y a pas de gratuité. À la fin de la journée, il y a quelqu'un qui gagne de l'argent et beaucoup d'argent. Ceux qui lui permettent de gagner de l'argent sont légitimes pour dire nous voulons notre part du gâteau. Alors en Europe, comme vous l'avez si bien dit, la question a été comprise très tôt. Au niveau de l'Europe, une directive a été prise qui a été très rapidement transposée en France. Les éditeurs de presse vont désormais bénéficier des GAFA de droits voisins. Donc nous avons de nouveaux titulaires de droits, des droits voisins. Oui, est-ce que vous pensez que l'Union africaine, les bénéficiaires traditionnels, c'était les artistes-interprètes, les producteurs de disques, les producteurs de films, les organismes de radiodiffusion. Maintenant, en France, s'ajoutent les éditeurs de presse. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que l'Union africaine, qui a changé un peu sa charte, qui a mis une addition à sa charte par rapport à la culture, doit prendre en charge ces questions avec la presse africaine et tous les auteurs africains? Tout à fait. L'Union africaine, l'UEMOA, l'Union économique monétaire de la CEDEAO, voilà, a depuis quelques années commencé à prendre des directives sur les questions culturelles. Et je pense que ça peut être très rapide de passer par l'Union africaine s'ils sont sensibilisés. Parce que l'Union africaine adopte soit des directives que les États doivent transposer 2 ans, 3 ans après dans leur législation, soit des règlements qui sont d'application immédiate. Et l'Union africaine peut aider les éditeurs de presse à résoudre rapidement ce problème et à pallier à cette injustice créable. C'est des fonds qui peuvent apporter beaucoup de milliards. On a vu l'indigence dans laquelle vit la presse africaine. Vous pensez que la mise en place de ce fonds peut aider un peu à la presse africaine d'être beaucoup plus indépendante, beaucoup plus professionnelle? L'indigence de la presse africaine, mais la richesse des GAFA. Quand on rentre dans Internet, ça foisonne. Ça foisonne de contenu culturel, ça foisonne de contenu informatif, ça foisonne de contenu de presse. Donc il faut juste rétablir l'équilibre. Il faut un rapport beaucoup plus équilibré. Est-ce qu'avec vous, en tant qu'acteur culturel, qui comprend bien ces questions, qui les tient, qui travaille avec à l'OMPI, qui travaille aujourd'hui avec le ministère de la Culture et le Conseil économique, social et environnemental, c'est une question que vous pourrez porter avec les éditeurs de presse, avec tous les acteurs? C'est une question que je peux volontiers porter. Volontiers porter. J'ai brigué le poste de président du comité
du droit d'auteur de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, c'était pour donner l'exemple aux Africains en disant, voyez, c'est possible. Yes, we can. Nous aussi. Mais c'était aussi pour m'imprégner des débats internationaux sur la question du droit d'auteur et des droits voisins. C'était aussi pour être utile à mon pays, être utile à l'Afrique. Donc ce n'est même pas une question de feeling, c'est un devoir pour moi d'aider les acteurs africains, créateurs de contenu, à recouvrer leurs droits légitimes. C'est un devoir. Est-ce que les acteurs... Donc je suis prêt à me faire le porte-parole de ces préoccupations-là auprès du Conseil économico-social, auprès du ministère de la Culture, auprès des autorités politiques de mon pays. Mais est-ce que les acteurs dont vous parlez, ils sont conscients des enjeux de cette question? Oui et non. Oui et non. C'est toujours comme ça que les choses commencent. Il y a une avant-garde, une minorité qui commence. Et après, la mayonnaise finira par prendre. Je suis sûr que très rapidement, parce qu'aujourd'hui, tout va très vite. Avec Internet, avec la mondialisation, qu'ils vont prendre conscience, ils vont s'organiser. Parce que vous voyez, prenons l'exemple du droit d'auteur traditionnel. Ce n'est pas venu d'un processus étatique, c'est toujours venu d'en bas. Ce sont les titulaires de droit qui se mobilisent, qui s'organisent et qui finissent à sensibiliser les gouvernements pour qu'ils prennent des décisions. Les éditeurs de presse, tant qu'ils ne s'organisent pas, ils ne pourront rien faire bouger. Le jour où ils s'organiseront, ils font preuve de solidarité, au-delà des rivalités, au-delà des concurrences, vous allez voir, tout va aller très vite, à vitesse grand V. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Abdoul Aziz Dieng, je rappelle que vous êtes conseiller technique au ministère de la Culture et de la Communication et que vous êtes aussi membre du Conseil économique et social et environnemental. Vous en êtes le président de la commission culture, artisanat, tourisme et sport et vous êtes aussi le président du comité permanent des droits d'auteur et droits connexes de l'OMPI, l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle. Vous avez été élu récemment, vous êtes le premier Africain à occuper ce poste. Vous étiez en compétition avec des Canadiens. Le choix a été porté sur vous. Nous parlons aujourd'hui de l'économie de la culture et de l'art avec la biennale qui démarre à Dakar. Nous avons abordé aussi des questions concernant les droits d'auteur et les droits voisins et surtout dire à la presse africaine et sénégalaise de s'organiser pour retrouver leur argent qui se trouve dans les GAFA. Et ça, comme vous l'avez dit, ça demande une mobilisation de toute la presse nationale, internationale, africaine et sous-régionale avec l'Union africaine. La presse peut gagner son argent parce que ces contenus sont utilisés par les GAFA. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.